Alain Policard, bonjour. Bonjour. Nous avons ouvert hier ces rencontres sur le sujet de l'universel avec Francis Wolff, que vous citez à plusieurs reprises. Et pour commencer notre conversation, je vous propose donc une citation que vous tirez de son ouvrage Plaidoyer pour l'universel. Deux petits dômes fixent d'un commun accord implicite le même objet, sans autre but que de constituer à la fois un monde d'objets hors d'eux et un monde commun entre eux. C'est une scène que pour ma part, j'ai toujours... qui m'a réveillé quand les enfants se parlent le matin. J'en ai deux en ce moment de 3 et 6 ans. Et la première chose qu'ils font au réveil, c'est d'aller d'une chambre à l'autre avec des jouets, de s'échanger ces jouets, et donc d'être vraiment dans cette situation. Ils me mettent là, le matin, dans une situation qui me réjouit pour toute la journée, de les entendre ainsi babiller, échanger, discuter, se disputer ou s'entendre. Et ça marque vraiment ce que dit là Francis Wolff. Et vous, Alain Policard, vous dites « Cette scène primitive contient tout ce qui fait l'humanité de l'homme ». Et vous continuez la citation « Le monde objectif, le je et le tu, l'identification alternée de l'un à l'autre, l'interaction originaire entre un humain et tout autre humain, le oui et le non du dialogue, l'entente et le différent, la coopération et la rivalité, et le monde commun sur fond d'un réel à partager. » C'est ce que Francis Wolff définit comme la raison dialogique. Et ma première question serait, que représente pour vous cette raison dialogique ? Bien, il faut peut-être dire que, d'une façon générale, on a tendance à considérer que la raison s'exprime comme une faculté humaine sans vis-à-vis. Et dans la pensée de Francis Wolff, auquel j'adhère largement, puisque je lui ai consacré un ouvrage il y a 2 ans environ, il y a la nécessité de dialoguer. Enfin, le parler à, comme il dit, institue en quelque sorte un monde commun, vous l'avez cité, un monde commun dans lequel, effectivement, nous évoluons, nous devenons humains. Francis Wolff fait partie de ceux qui, comme moi, alors je ne vais pas utiliser le terme parce qu'il est assez polémique, mais il revendique, lui, plus que moi, son spécisme, c'est-à-dire qu'il considère, effectivement, qu'il y a des spécificités propres à l'humanité qui la distinguent radicalement, et le mot radical est essentiel. Il y a une position qu'on peut appeler une position discontinuiste par rapport aux animaux non humains, alors que certains, et c'est très en vogue aujourd'hui, ont une position continuiste en fonction des ressemblances que nous pouvons avoir avec notamment les grands singes, mais pas seulement. Donc Wolff, en quelque sorte, prend le contre-pied en disant « j'assume le parti pris qui consiste à rechercher ce qui nous fait homme ». Et il ne s'agit pas de chercher les propres de l'homme parce que c'est une quête infinie et extrêmement dangereuse parce qu'elle est pratiquement toujours invalidée. On trouve toujours chez l'animal quelque chose qui ressemble à ce que nous faisons, mais une définition de l'homme qui part précisément de cette raison dialogique. La raison ne s'exerce pas seule, même s'il s'agit d'une compétence liée à l'évolution. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, oui. Donc, vous écrivez à un moment dans l'universalisme en procès, qui est, si je comprends bien, votre dernier ouvrage sur le sujet, non ? Avant-dernier. Avant-dernier. Et donc, vous écrivez « L'universalisme véritable ». Ah oui. Ah bon. Et là, vous entendez ? 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 Non ? Il y a un problème de micro. Non, là, il n'est peut-être pas si fort, effectivement. Je vais essayer de... Là, vous m'entendez ? Oui, c'est bon.
Je reprends donc cet extrait de votre ouvrage. L'universalisme véritable, celui qui voit dans la pluralité l'essence même de l'universalité, ne peut s'accommoder de la célébration de l'authenticité identitaire. Alors comment vous situez-vous justement dans ce rapport entre l'universalité et cette célébration de l'authenticité identitaire? C'est une très très bonne et vaste question. Il est évident qu'aujourd'hui, ce qu'on entend le plus souvent, c'est précisément la célébration de l'authenticité en fonction d'identités réelles ou fantasmées qu'on va bien souvent chercher dans nos origines plus ou moins d'ailleurs supposées. On a une mode qui n'est pas aussi forte sans doute en France qu'elle l'est aux États-Unis, de rechercher d'où on vient. Je ne dis pas que cette quête n'a pas d'intérêt, mais lorsqu'il s'agit de trouver un lien marqué dans le génome avec des ancêtres plus ou moins imaginés, il est bien clair qu'on réintroduit subrepticement dans le débat politique une donnée que l'on pouvait croire oubliée, qui n'était pas vraiment, mais qu'on pouvait croire oubliée, celle de la race. Et la race est évidemment une essentialisation de ce que nous serions. Et appartenir à des races différentes, c'est évidemment implicitement accepter qu'elles puissent être hiérarchisées. Bon, je reviens à la question plus fondamentale, à l'identité ou à la célébration de l'identité. Je n'oppose pas un universalisme qui serait abstrait ou, comme disait Aimé Césaire, décharné, mais un universalisme qui serait en quelque sorte construit à partir des récits d'émancipation de chaque peuple qui, au nom de l'universalisme, a voulu se libérer de l'oppression. Et c'est pour ça que, comme Césaire aussi, je le dis pluriel, on pourrait le dire autrement, comme Ricoeur, réitératif, pour montrer que chaque peuple qui cherche chaque entité qui cherche à s'émanciper le fait dans un contexte propre et avec des moyens propres. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas imposer l'universalisme de façon en quelque sorte impérialiste, pour reprendre des termes que chacun maîtrise parfaitement, en allant porter la bonne parole ailleurs. Il faut évidemment beaucoup plus que ça pour que on soit convaincu de la validité de principes que je crois, pour certains d'entre eux, en tout cas, être universalisables. Et évidemment, il faut distinguer évidemment entre l'universel, qui par définition, l'étymologie universum, c'est tourner vers l'un. L'universel est forcément quelque chose d'unique, mais il se traduit par des théories politiques ou philosophico-politiques qui se réclament de lui et qui s'appellent des théories universalistes. Or, évidemment, le mot universaliste, aujourd'hui, ne distingue pas clairement entre des gens qui l'invoquent, notamment tout en justifiant la colonisation, et d'autres qui considèrent que ce mot-là a été tellement galvaudé qu'il faudrait songer à le renouveler, à se le réapproprier, et éviter sans doute de considérer que les choses sont définitivement ancrées dans le marbre parce que la France a été, comme chacun le sait, la patrie des droits de l'homme. Il y a une historienne qui est excellente, qui s'appelle Suzanne Citron, hélas disparue, qui a beaucoup écrit sur le mythe national et qui a dit quelque chose qui m'a frappé très vite. Enfin, c'est un livre très ancien, mais je l'ai lu plus tard, où elle dit, pour expliquer la colonisation, ce n'est pas parce que la France n'a pas été la colonisatrice, bien qu'elle ait été la patrie des droits de l'homme, mais parce qu'elle a été la patrie des droits de l'homme. C'est une phrase qui peut paraître surprenante, mais qui est extrêmement forte, parce que nous croyons, mais nous ne sommes pas les seuls, les Américains aussi, de leur point de vue, nous croyons incarner l'universel. Et l'universalisme, ça peut être l'uniformité, ça peut être l'abrasion des différences. Et dans la notion d'universalisme pluriel, évidemment, je mets en avant ce refus de l'abrasion des différences, donc la considération de notre diversité. Il ne s'agit pas de faire un culte des différences, puisque là, on retomberait dans l'identitarisme que vous avez cité, mais il s'agit fondamentalement de prendre en compte l'extrême diversité et faire en sorte que la diversité, ça puisse être un enrichissement. Alors évidemment, ce sont des paroles qui peuvent paraître un peu naïves, ce sont des programmes qui peuvent paraître effectivement politiquement difficiles à incarner, mais je crois qu'il faut un peu d'utopie. Je crois d'ailleurs nous sommes d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous recherchez et vous donnez une direction
pour que cette question de l'universel soit transmise dans le droit, justement, pour couper aux abus ou à ce que vous venez de définir comme étant la manière dont l'universalisme a cherché à avoir une seule position dominante à partir du point de vue occidental, alors que vous voyez, vous imaginez un droit qui serait retravaillé en direction de cette reconnaissance des diversités. Alors c'est une question là aussi très difficile parce que je ne pense pas que tout cela passe nécessairement par le droit, bien qu'il y ait effectivement des règlements, des lois, des circulaires qui sont injustes, pour reprendre ce que disait Olivier Vétourné tout à l'heure, et qui instaurent ou qui cristallisent en quelque sorte des inégalités criantes, héritées, je crois, pour l'essentiel, de l'ordre colonial. L'idée fondamentale, c'est peut-être à ça que vous voulez que j'en vienne, l'idée fondamentale, c'est qu'il y a encore dans nos structures présentes des traces extrêmement vives de l'ordre colonial. Et bien sûr, c'est encore plus vif dans les pays qui ont été anciennement colonisés. Mais même chez nous, on voit bien que l'égalité, qui est évidemment la valeur cardinale, hein, et ça, je suis d'accord avec Olivier Vétourné, même si je nuancerai sa réponse, tout le monde n'était peut-être pas là pour l'écouter, mais l'opposition égalité-équité ne me paraît pas extrêmement pertinente parce que l'équité ne s'oppose pas à l'égalité. Elle est à partir du principe fondamental d'égalité, la considération du fait, et on en vient à votre question, je crois qu'elle ne peut pas s'appliquer uniformément parce que les situations ne sont pas uniformes. C'est-à-dire qu'il y a des situations de gens qui sont minorisés politiquement, qui sont discriminés, qui sont stigmatisés, et par rapport auxquels, il faudrait peut-être que nous prenions des mesures qui sont des mesures d'action compensatoire. Alors on dit souvent discrimination positive. Ce mot n'est pas très heureux parce que pour compenser des handicaps, je ne pense pas qu'il faille discriminer. Hein. C'est malheureux, mais ça s'est imposé en vocabulaire, hélas. Moi, je parle d'action positive ou d'action compensatoire, dont l'exemple, évidemment, le plus net est celui de la parité. C'est intéressant la parité parce que les débats sont moins vifs aujourd'hui, mais souvenez-vous, quand elle a été instaurée en France, il y a eu tout un pan d'individus se réclamant de l'universalisme, d'intellectuels, je voulais dire, se réclamant de l'universalisme, et éventuellement du féminisme, comme Elisabeth Badinter, par exemple, qui ont considéré que la parité, c'était une rupture du principe d'égalité. Alors évidemment, c'est une position très cohérente. Une position qui me semble inexacte au point de vue politique, mais très cohérente d'un point de vue juridique, bien sûr. Il est évident que si on instaure effectivement des règles qui vont favoriser pour un recrutement quelconque un individu en fonction de son appartenance de sexe ou en fonction de son appartenance, disons, ethnique ou raciale, même si le mot mériterait commentaire, évidemment, il y a une rupture du principe d'égalité. Mais l'idée d'action compensatoire, c'est de dire que nous avons probablement, par rapport à ce que nous avons pu faire dans le passé, des comptes à rendre, en quelque sorte. Il est évident que parlons des femmes, parce que c'est quand même des choses que on connaît un peu mieux en France, puisqu'on en parle depuis assez longtemps de la parité. Les femmes ont été maintenues dans des rôles de subordination pendant des siècles, voire des millénaires. Donc, millénaires, je ne vais pas faire de la préhistoire, donc disons des siècles. Et donc, il paraît logique de constater qu'il y a des traces extrêmement vives de cette discrimination qu'elles ont pu subir. Et donc, par rapport à ça, est-ce qu'il faut dire le droit va nous sauver? Moi, je crois que, et là, je reviens à votre question, je crois qu'il faut prendre des mesures, effectivement, qui seront traduites juridiquement, qui visent à compenser le handicap. Et qui ne sont pas simples à trouver. Certainement. Donc, on a compris, et je voudrais qu'on approfondisse sur cette question du concept de race et de racialité, qui est au point de départ et souvent dans ces ouvrages au cœur même de votre travail. Je reprends une citation que vous tirez d'un article de Chloé Corman dans Le Monde. Elle montre ce qu'elle appelle le privilège blanc. Le privilège blanc sert à nommer le groupe non discriminé à côté de ceux qui le sont. Donc le privilège blanc, c'est celui de ceux qui sont avantagés, ceux qui connaissent le goût de la chance, cette idée que des choses heureuses ou normales arrivent par hasard, en dehors d'un effort considérable de la volonté, et sans trop se poser la question
de plaire ou de déplaire. Alors là, on est un peu au cœur de votre réflexion. Oui, c'est l'occasion effectivement de dire l'importance de Chloé Corman dans cette question-là, mais pas seulement. C'est un écrivain ou une écrivaine de grand talent qui d'ailleurs était sur la liste du concours. Elle ne l'a pas obtenu pour un livre magnifique qui s'appelle Les Presque Sœurs. Chloé Corman, d'ailleurs, à titre indicatif, actuellement est au ministère de l'Éducation nationale chargé d'écrire les discours de Pape Ndiaye. Donc c'est quelqu'un qui écrit très bien, vous avez pu vous en rendre compte. Et alors la notion de privilège blanc, moi, je vais commencer par ça, puisque c'est un petit peu décentré par rapport à la première de vos questions, mais c'est pas mal de commencer par ça, parce qu'elle est généralement très mal comprise, cette notion. Alors vous avez remarqué peut-être que Chloé Corman parle d'avantage. Il aurait été préférable, sans doute, de parler d'avantage, parce que, évidemment, c'est un avantage que l'on n'a pas nécessairement souhaité, dont on ne peut pas on peut pas nous tenir rigueur d'avoir cet avantage-là. Et dans une France qui a aboli les privilèges, la notion de privilège blanc, qui n'est pas d'elle, qui est une notion qu'on trouve depuis 89 peut-être pas 89, je dis peut-être des bêtises sur la date, mais enfin dans la littérature américaine, par Peggy McIntosh, je voudrais vérifier la date, mais je crois que c'est 89, est une notion qui a certainement beaucoup plus d'impact aux États-Unis que chez nous. Et on lui reproche effectivement d'essentialiser les Blancs comme une entité qui serait responsable d'avoir ce privilège, cet avantage. Mais ce que dit Chloé Corman, c'est qu'effectivement, dans une société inégalitaire, des gens sont avantagés et d'autres ne le sont pas. On peut être avantagé pour différentes raisons, mais on est avantagé en tant que blanc. Ça nous ramènera peut-être, si vous y amenez, à la question du racisme anti-blanc. Sur la question de la race, qui est la question première, effectivement, vous savez qu'en 1950, 52 et jusqu'en 67, l'UNESCO s'est penché cette question au lendemain donc de la Seconde Guerre mondiale et a considéré que le concept de race dans l'espèce humaine était un concept qui n'avait aucune pertinence. Il n'en reste pas moins que ça n'a pas été exactement le cas dans tous les travaux de génétique des populations. Parce qu'on l'a réintroduit, enfin, on ne l'a pas réintroduit, il n'a jamais cessé d'être là sous des formes un peu camouflées. Quand on parle de population et qu'on recherche des éléments dans le génome, comme nous disions tout à l'heure, qui font la spécificité d'une population par rapport à une autre, au fond, on introduit le vocabulaire de la race. Mais on peut le réintroduire pour différentes raisons. Une Américaine qui s'appelle Catherine Bliss a voulu parler de la race pour plus, dit-elle dans son titre de livre, pour plus de justice sociale. Il s'agit simplement, par exemple, on en a beaucoup discuté, de trouver des traitements adaptés aux populations. Par exemple, il y a des maladies spécifiques à certaines populations ou dont certaines populations souffrent plus que d'autres. Trouver des traitements adaptés, c'est une médecine, elle parle d'un paradigme socio-génomique, c'est une médecine qui va effectivement tenir compte des caractéristiques du génome dans une perspective effectivement d'égalité sociale. Et donc, l'invocation de la race, et c'est très important de le dire, n'est pas toujours raciste. Et même, bien souvent, aujourd'hui, elle ne l'est pas. Néanmoins, il faut distinguer, comme je le disais au tout début, les races. Parce que quand on parle des races, forcément, on considère qu'elles sont très distinctes et hiérarchisables, et la race en tant que domaine d'étude, au même titre que le genre. Parce qu'on a beau dire que la race n'existe pas d'un point de vue scientifique, il n'en reste pas moins qu'elle a des effets que je pourrais appeler des effets métaphoriques qui font qu'on tient compte d'un certain nombre de caractéristiques et qu'on appelle précisément des identités raciales. Comme le dit un de mes philosophes préférés, qui s'appelle Kwame Anthony Appiah, un philosophe américano-ghanéen, il dit on a beau ne pas... Il y a une position. Lui, il souhaiterait qu'on ne parle pas de race dans le vocabulaire, il voudrait l'éliminer, mais néanmoins, il nous dit une chose très importante, c'est-à-dire que les sorcières n'existent pas, mais on a brûlé des gens parce qu'on les a pris pour des sorcières. Et effectivement, c'est pas parce que la race n'existe pas que, d'une part, le racisme n'existe pas, et que, d'autre part, la race n'existe pas aussi dans la tête de ceux qui sont racisés, pour employer un gros mot que beaucoup n'aiment pas. Mais la racisation, c'est tout simplement l'imposition d'une identité raciale à un groupe humain donné. Alors évidemment, les racisés aujourd'hui, ça gêne beaucoup de militants, d'intellectuels, disons, qui parlent de racialisme antiraciste, enfin peu importe, on en parlera peut-être, mais je ne sais plus ce que je disais, mais
J'avais une idée qui consistait à dire simplement que on retournait. Voilà, les racisés, en fait, ils sont désignés comme tels. Et le mécanisme habituel, c'est celui du retournement du stigmate, celui que Senghor avait mis en avant avec la notion de négritude. On m'appelle nègre, eh bien, alors, je vais revendiquer la négritude. Eh bien, les racisés, effectivement, se revendiquent racisés, mais encore une fois, la position de la racisation, ce n'est pas eux qui la revendiquent. Éventuellement, ils l'acceptent et la retournent comme motif éventuellement de combat, voire de fierté. Je pense qu'il n'y a pas de motif de fierté à avoir, ceci dit. Mais ça n'est pas du tout quelque chose qui est véritablement inscrit dans la réalité. C'est une construction sociale. Il faut dire que dans un domaine où les constructions sociales sont extrêmement importantes, et on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. L'identité raciale a beau être construite, elle existe néanmoins, indépendamment de l'existence des races. Et justement, donc, si on revient sur le racisme anti-blanc dont vous parlez assez conséquemment. Oui, parce que c'est en liaison avec ce dit Chloé Cormand. Alors, le racisme anti-blanc, c'est un thème qui est très ancien, beaucoup plus ancien que lorsqu'il est revenu sur le devant de la scène. Pour en faire l'histoire, parce que je n'ai pas tout à fait précisément en tête, mais il est revenu en France sur le devant de la scène en 2005. En 2005, il y avait eu quelques émeutes de banlieue, vous en souvenez sans doute, et il y avait eu notamment lors de 2 manifestations, une de militants, disons, de la gauche laïque sioniste, pour dire les choses rapidement, pour ceux qui connaissent la Chomer Atsaïr, qui avait été molesté par des militants pro-palestiniens, et une autre manifestation où les étudiants avaient été effectivement molestés par des jeunes de banlieue. Donc à partir de ces 2 manifestations, il y a eu un texte d'Achomer Al-Saïr et un communiqué sur Radio Shalom, et enfin l'appel fameux signé par Taguieff, Kouchner, Julliard, Finkielkraut, j'en oublie quelques-uns. Hein. Il y en avait plus que ça, 6 ou 7, je pense. Hein. Voilà. Et donc, en fait, il réclamait justice pour le petit blanc qui était victime lui aussi du racisme. Alors, tout ça dépend de la définition qu'on donne des mots. La définition des mots, c'est essentiel avant tout. J'aurais dû d'ailleurs commencer par ça. Si on considère que le racisme, c'est purement et simplement une opinion individuelle, un comportement fondé ou non, mais souvent fondé sur une idéologie, alors le racisme anti-blanc dans un pays où les blancs sont majoritairement blancs, il existe à l'évidence. Il y a des blancs qui sont effectivement injuriés, éventuellement roués de coups, parce que blancs. Donc, de ce point de vue-là, la question ne se pose pas. Mais ce que nous disons, quelques-uns et moi, c'est que si on considère le racisme dans sa dimension systémique, gros mot pour certains, systémique, si nous considérons cette dimension-là, on voit bien que dans un pays majoritairement blanc, les blancs ne sont pas victimes de discrimination à l'embauche, discrimination spatiale, discrimination à l'école, et que ça, c'est réservé aux non-blancs, disons les choses plus simplement. Et de ce point de vue-là, d'un point de vue systémique, le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc, soit on considère que ça a un sens de parler de racisme systémique, soit on considère que non, et c'est le cas de ceux qui ont signé l'appel contre les ratonnades anti-blancs. Mot extrêmement, d'ailleurs, malheureux, me semble-t-il, parce que, évidemment, ce qu'ont subi les jeunes que j'ai mentionnés lors de ces 2 manifestations, ça n'a rien à voir, parce que dans le texte, il y avait également le mot lynchage, ça n'a rien à voir avec le lynchage subi par les Noirs dans les circonstances horribles que chacun connaît, ou les ratonnades subies par les Arabes dans les circonstances non moins horribles que chacun connaît. Donc l'assimilation est indécente, voilà. Elle est indécente, mais évidemment, c'est-à-dire de dire que des Noirs peuvent être racistes à l'égard des Blancs au niveau des comportements, des Arabes à l'égard des Blancs, des Arabes à l'égard des Noirs à l'égard des Arabes, évidemment. Ça serait stupide de dire le contraire, mais ce n'est pas ça le problème. Le racisme systémique, c'est un racisme qui n'a pas forcément à son fondement l'intention raciste. Il y a des institutions, précisément, qui produisent des stéréotypes, qui reproduisent des stéréotypes, sans pour autant que les acteurs participent intentionnellement à cette reproduction. Il y a un livre très important de ce point de vue-là, il n'a pas traduit en français, qui s'appelle « Le racisme sans raciste ». Et effectivement, c'est quelque chose qui... Il veut dire simplement le racisme sans raciste avoué, déclaré, revendiqué. Et nos institutions, je crois, donnent, me semble-t-il, dans leur fonctionnement, la preuve de traitement inégalitaire que l'on peut considérer comme raciste.
Voilà. Donc, je voudrais maintenant qu'on en arrive à ce que vous définissez comme l'universalisme pluriel, qui est l'aboutissement, la conclusion de l'ouvrage, de ces deux ouvrages d'ailleurs. En vous posant une question, c'est vous qui la posez d'ailleurs, que serait la liberté si l'on ne pouvait vraiment pas rompre avec cet accident qu'est le fait d'être né quelque part? Que répondez-vous à votre question? Je m'inspire ici de la pensée de philosophes comme Lévinas ou comme Ricoeur. Et c'est important parce que je crois qu'on n'insiste pas assez sur le hasard de la naissance. Si on pensait qu'on aurait pu naître ailleurs, c'est déjà un premier pas vers ce qu'on appelle en philosophie le désencombrement de soi. C'est-à-dire qu'au fond, moi, écoutez, je suis extrêmement chauvin quand je regarde un match de sport. Quand je vois l'équipe de France de rugby, ou peut-être aussi celle de foot, mais enfin, je préfère celle de rugby, je suis chauvin. Incontestablement, j'assume ça. Mais je suis chauvin chez moi. Pas beaucoup de conséquences politiques, publiques. Enfin, à la limite, je pourrais être chauvin dans un stade et crier avec, mais je n'irai jamais jusqu'à siffler l'adversaire qui tente un coup de pied de pénalité. Mais bon, peu importe. Mais je suis chauvin au sens que je suis heureux, franchement heureux quand la France gagne. À la limite, je peux être fier de la performance de la France parce que c'est mon pays. Mais j'aurais pu ne pas être français. C'est une bonne équipe. Parce que c'est une bonne équipe. En rugby, surtout. Enfin, en football aussi, elle est pas mal en ce moment. La fierté, effectivement, d'être français ou d'être américain ou allemand, ça m'a toujours paru extraordinairement étonnant comme sentiment. On ne peut être fier que de ce qu'on a réalisé. De même, enfin, c'est vraiment une anecdote, ça va vous faire sourire, mais moi, je ne comprends pas qu'on fête les anniversaires. Parce que finalement, on n'y est pour rien, l'anniversaire. C'est les mères qu'on devrait fêter ce jour-là. Alors, on peut fêter les anniversaires de mariage, parce que ça, oui, pour ceux qu'ils sont, ça, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble. Mais être français, moi, j'aurais pu naître ailleurs. Enfin, mes parents sont nés en France, mais mes grands-parents sont nés en Turquie. Et j'aurais pu naître en Turquie si la Turquie avait été peut-être plus accueillante à l'égard de mes grands-parents. Je ne sais pas trop l'histoire de mes grands-parents en détail, mais ils ont considéré qu'ils devaient aller ailleurs. Et je me suis retrouvé dans... Mes parents se sont retrouvés en France, et moi aussi. Mais franchement, on voit bien que c'est... Je ne sais plus le pourcentage de Français qui ont des parents immigrés, mais on voit bien que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'entre nous. Et si on pense qu'on aurait pu naître dans un milieu très défavorisé, par exemple, ou dans le tiers-monde, et que vous savez, la philosophie s'arrête à une rage dedans, et quand on n'a rien dans le ventre, on ne philosophe pas. Et donc, je n'aurais pas été là pour vous parler. Et donc, je pense que c'est très important de... D'ailleurs, ce sujet vous le développez un peu plus loin dans la conclusion, qui est justement sur l'importance des migrations et comment ces migrations fonctionnent avec le concept d'universel. C'est-à-dire qu'effectivement, nous ne vivons pas en autarcie. La France en particulier, c'est pas vrai de tous les pays. Je regardais donc, pour revenir au sport, France-Danemark hier. Les noms danois sont pratiquement tous composés de la même façon, et les Danois sont très très blancs. Regardez l'équipe de France de football, il y a moins de blancs que de noirs, et sans les noirs de l'équipe de France de football, nous n'en serions pas où nous en sommes. Bon, passons. Donc, c'est une richesse. C'est une richesse extraordinaire. Enfin, on s'enrichit évidemment de ces différences-là. Moi, je ne conçois pas qu'on ne puisse pas tirer profit de la rencontre avec l'autre différent. Nous sommes fondamentalement semblables, mais malgré tout, il y a des différences qui doivent être en quelque sorte acclimatées. Il ne faut pas être encore une fois naïf et irénique, c'est pas facile d'aimer l'autre. Lorsque, dans mon livre sur le cosmopolitisme, j'en parle en détail, cette question-là, mais on confond souvent le souci de l'autre avec le goût de l'autre. Alors, des gens me disent « Oh, moi, je suis cosmopolite, je vais partout dans le monde, je suis dans tous les aéroports toutes les 3 semaines, etc. » Ça, c'est de l'exotisme. C'est pas du cosmopolitisme. Je rappelle souvent qu'un philosophe important, malgré un certain nombre de choses qu'on peut lui reprocher, Emmanuel Kant, n'a pas quitté son jardin de Königsberg en Allemagne. Et il est un des premiers penseurs modernes du cosmopolitisme. Son projet de paix perpétuelle, c'est évidemment le commencement de cette démarche, enfin le commencement moderne, parce qu'il y a eu les stoïciens avant. L'idée fondamentale, c'est qu'on est humain avant d'être homme, d'ailleurs au sens mâle ou femelle, et avant d'être français. C'est Marc Aurèle qui disait qu'il avait 2 patries, la sienne, la petite patrie, Rome,
En tant qu'Antonin, il était effectivement attaché à Rome, et la grande, qui était le monde. Et évidemment, moi, je subordonne extrêmement clairement l'appartenance à une nation ou une entité singulière, quelle qu'elle soit, à l'appartenance à l'humanité. Ce qui est un message que les maçons entendent, me semble-t-il. Alors, je vais arriver sur autre chose qui nous rapproche d'aujourd'hui et de notre rencontre. Vous dites à un moment, pour trouver l'universel en soi, il est nécessaire de se désencombrer de soi, et il ne fait pas de doute que la capacité de décentrement radical fasse partie de la spécificité humaine. Alors, cette citation, que je peux d'ailleurs relire, elle me paraît, dans notre contexte aujourd'hui, importante parce que l'apprenti franc-maçon va se reconnaître dans la citation à propos de l'ego, ici, et le compagnon, lui, va se reconnaître dans le décentrement de faire un pas de côté pour revenir dans l'axe de manière à avoir un autre point de vue sur les choses. Et ce que les maîtres, après, franchissent encore par un autre pas, tout en revenant toujours vers le centre. Donc là, on est sur le projet, sur la conception maçonnique, et je trouve que votre citation, elle nous ramène vraiment sur ce sujet, je peux le redire, pour trouver l'universel en soi. Qu'est-ce que l'universel en soi? Il est nécessaire de se désencombrer de soi, l'ego, et il ne fait pas de doute que la capacité de décentrement radical fasse partie de la spécificité humaine, c'est-à-dire le changement de position. L'immigration, par exemple, fait partie de la spécificité humaine. Oui, en fait, cette phrase, elle résume le propos que j'ai tenu tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement l'idée qu'on ne doit pas rester prisonnier de ses appartenances. Il est clair que cette idée, elle est assez communément partagée, au fond, quand on regarde de près. Un des livres qui m'a le plus marqué, c'est le livre d'Amin Mahalouf, L'identité meurtrière. Il dit à un moment, hélas, je ne l'ai pas emporté, mais peut-être que je le cite quelque part, mais il dit qu'on veut toujours chercher ce qu'on a au fond de soi. Hein, on lui pose des questions, mais au fond de vous, qu'êtes-vous? Il refuse systématiquement de répondre à cette question. Ça ne veut rien dire. Et l'idée, c'est qu'un homme prisonnier de ses appartenances originelles n'est pas franchement libre. Bah, par définition, puisqu'il est prisonnier de ses appartenances originelles. Donc c'est ça que... Bon, la question autre que vous posez, c'est de savoir si on peut se servir de cette capacité de décentrement, qui est une capacité que je crois nous avons, nous humains, et que les animaux, même supérieurs, n'ont probablement pas au même niveau, en tout cas, puisqu'on a aussi non seulement cette capacité de décentrement, mais on a aussi l'envie constante de partager ces expériences-là, ce qui ne me semble pas être très répandu, même chez les bonobos ou les chimpanzés. Mais bon, c'est une question difficile et, encore une fois, assez polémique. Donc, je pense effectivement qu'on peut définir la spécificité humaine par cette idée-là, par ce décentrement, cette possibilité de se regarder en quelque sorte comme si on était un autre. Hein. Il y a un très beau livre de Ricoeur qui s'appelle « Soi-même comme un autre ». De regarder l'autre comme c'était soi, ou soi comme si c'était l'autre, ou soi-même comme si on était l'autre. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas si difficile que ça. Et à mon avis, beaucoup d'entre nous, voire tous, le font, même sans le théoriser comme cela a été fait par d'autres auteurs que moi. Et je pense que, effectivement, l'humanité réside essentiellement dans tout ça, pas seulement, hein, mais aussi beaucoup dans ça. Et dans aussi, bien entendu, l'invention de ce que j'appelle le mode universel de justification des croyances, qu'est la science. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport aux questions que je vous ai posées, que j'aurais oubliées d'important? On a bien tourné autour de l'essentiel. On a tourné autour de l'essentiel. Non, on l'a pas tourné, on l'a un peu touché, mais ça, si on l'a pas, je ne peux pas dire que je l'ai touché, parce que ça serait se faire des compliments, je ne sais pas, mais vous avez touché. Je vous ai obligé de toucher, de retoucher à vos pensées. Vous avez la parole, si vous le souhaitez, dans la salle, pour poser des questions par rapport à ces questions, à cet universalisme en procès, à cette question de la race.
Justement, avant les questions, je peux peut-être faire un petit commentaire, parce que c'est une des questions que vous avez abordées, que je n'ai pas vraiment traitée en détail, la question, effectivement, la centralité de la race. Encore une fois, dans l'inquiétante familiarité de la race, le titre indique, en petit clin d'œil à Freud, le titre indique qu'effectivement, je m'inquiète que la race devienne effectivement de nouveau un concept mobilisé dans certains travaux. Et je dis, ça n'est pas sans danger. Et notamment, on voit certains courants de la pensée très, disons, en vogue aujourd'hui, qu'on appelle le courant décolonial, à faire beaucoup référence à ces questions d'origine, d'identité et de race. Et je pense effectivement qu'il y avait là, et je pense toujours qu'il y a là un danger. Il n'en reste pas moins, et c'est ce que s'efforce de faire l'universalisme procès. Je le dis d'entrée, je cherche à me mettre dans la tête de ceux qui pensent différemment de moi. Et au fond, je dis quelque chose qui me paraît, enfin, utile, sinon important. L'universalisme ne peut se renouveler que s'il prend en compte les raisonnements de ceux qui le critiquent. C'est donc à partir de la critique de l'universalisme, qui est, encore une fois, très largement fondée sur des faits, puisque c'est au nom de valeurs universalistes, encore une fois, qu'on a commis ce crime abominable, dont on n'a pas encore pris, à mon sens, la dimension qu'est la colonisation. C'est en son nom qu'on l'a commis, mais la question c'est, faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain? Alors moi je dis non. C'est pour ça que la dernière phrase de mon livre, je crois, c'est que je souhaite que de son procès, l'universalisme sorte la tête haute. Je crois qu'on ne peut pas viser autre chose comme horizon d'émancipation qu'un horizon qui soit un horizon d'universalité. C'est-à-dire que ce qui vaut pour moi doit valoir pour les autres, à condition évidemment que nous fassions l'effort de pédagogie nécessaire pour que ça puisse devenir appropriable par l'autre, universalisable. Donc, il y a un exemple que je prends souvent dans les débats ou conférences, c'est celui de l'affaire, pour ceux qui connaissent le football et le Paris Saint-Germain, l'affaire Gay. Vous vous souvenez peut-être que le joueur sénégalais du Paris Saint-Germain avait refusé de porter un maillot aux couleurs d'arc-en-ciel, signe de solidarité avec les homosexuels, ou de lutte, plus exactement, contre l'homophobie. D'ailleurs, il refuse de porter le maillot, et la question se pose, est-ce qu'on doit le condamner au nom de valeurs de non-discrimination, qui est évidemment la lutte contre l'homophobie, ou est-ce que l'on doit essayer peut-être de comprendre ce qu'il en est de son raisonnement, quelles sont les racines, etc. Alors, il se trouve que les réactions ont été très contrastées. La Fédération française de football a condamné Gay sans réserve, au nom des valeurs universelles que sont la lutte contre la discrimination. Enfin, je n'ai pas exactement le communiqué en tête, mais ça ressemble à ça. Et le président sénégalais, Macky Sall, a lui dit qu'il faut respecter les valeurs de ce joueur. Voilà un débat extrêmement intéressant. Parce que il est clair que la lutte contre l'homophobie est un combat juste. Comment faire en sorte que cette idée de justice puisse être appropriée par d'autres que ceux qui sont peut-être sur ce plan plus en avance, entre guillemets, que d'autres. Nous sommes très en retard, nous, Français, par rapport à ce qui se fait dans des pays scandinaves sur beaucoup de plans. Mais bon, donc, tout le monde n'évolue pas effectivement exactement à la même vitesse, mais il est clair qu'on ne peut pas imposer, je prends un terme très général, on ne peut pas imposer la démocratie comme les Américains ont cherché à le faire en Irak, ou comme nous avons cherché à le faire en Afrique souvent, en Afrique noire. On ne peut pas imposer la démocratie, même au nom de principes universels. Il faut que ces principes universels soient véritablement universalisés, c'est-à-dire appropriés par l'autre. Il y faut beaucoup de pédagogie, évidemment, et il y a des choses qui sont incontestablement en fonction des droits de l'homme, avec un grand H, celle de 89 et celle de 48, universelle, précisément. Il y a des choses qui sont effectivement inacceptables. C'est-à-dire que, bien que, pour nuancer tout ce que je viens de dire, je ne considère pas que tout se vale. C'est-à-dire que je ne dirais pas qu'un comportement culturel vaut un autre si ce comportement prône une valeur, par exemple, qui me paraît être la seule peut-être valeur qui ne souffre pas de discussion, même si elle n'est pas évidemment respectée, ça va de soi partout, loin s'en faut, c'est la valeur d'égalité entre les sexes.
au nom de cette valeur d'égalité entre les sexes, on est en droit de dire le comportement que vous avez par rapport aux femmes dans votre pays ou dans votre tribu, etc., est un comportement que l'on peut contester. Et on le conteste au nom des droits de l'homme, qui sont effectivement une boussole. Et ça, je ne l'avais pas dit, je crois que c'est important de le dire. Des questions pour approfondir un des points de vue, un des aspects ou un autre? C'est bien, prenez le temps, ça me permet de me reposer. Marche pas? Tenez, je vous donne le mien. Vous m'entendez? Oui. J'avais une question simple. Quelle est la différence entre l'humanisme et l'universalisme? Je ne la connais pas. Votre question simple est évidemment une question redoutable. C'est souvent le cas des questions simples et formulées en 2 mots, parce qu'évidemment, la réponse ne peut pas être historique. Il faut retracer tous ceux qui, dans l'histoire de la pensée, se sont revendiqués de l'humanisme et voir s'il y a là juxtaposition possible des mots ou pas. Alors, il est évident que, je dirais, enfin, il est évident, ce n'est pas évident du tout, mais je dirais que, pour paraphraser Sartre, l'universalisme est un humanisme. Est-ce que tout humanisme est universaliste? Quand on regarde l'histoire, il y a eu des humanismes à géométrie variable, c'est-à-dire des humanismes qui excluaient. Un humanisme, par exemple, qui excluait les femmes, pour en revenir à ce sujet-là, ou qui excluait d'autres populations désargentées. L'humanisme, c'est souvent la reconnaissance de droits pour une petite partie de l'humanité dans l'histoire. Aujourd'hui, quelqu'un qui se dirait humaniste en 2022 et non universaliste, ça serait peu compatible, me semble-t-il. Mais historiquement, oui, il y a des distinctions pour faire. L'universalisme est un humanisme au sens, encore une fois, où il considère que on peut parler d'homme au sens générique du terme, d'homme en tant qu'espèce. L'humanisme suppose effectivement la reconnaissance d'une réalité qui est l'humain. C'est une réponse qui demanderait à être beaucoup plus développée et qui demande des compétences plus d'historien que de philosophe. Mais enfin, un philosophe peut aussi être historien. Merci, cher Alain, pour la qualité et la richesse de cet échange. Je voulais t'interroger sur à la fin d'un de tes propos, tu as évoqué la science. Et donc, mettre en regard l'universalisme et la science, peut-être qu'il y a certaines sciences qui sont moins plurielles que d'autres, les mathématiques ou la physique, alors qu'il peut y avoir disons, un pluralisme, un universalisme, pardon, orienté dans certaines autres disciplines. Donc voilà, est-ce que tu pouvais approfondir un petit peu sur cet aspect universalisme et science? Merci Xavier. Oui, effectivement, c'est une question très intéressante. Alors, là encore, il faut faire attention à la science et les sciences. Si nous parlons des sciences, elles ont une histoire. Et une histoire qui est située dans des contextes donnés. Un des concepts qui n'a pas été utilisé ici, qui est un concept décolonial, mais auquel j'adhère tout à fait, c'est la notion d'injustice épistémique. C'est-à-dire le fait que des savoirs ont été marginalisés, subalternisés, en fonction de leur origine géographique. La science, précisément, a paru être la science occidentale. Et la question, évidemment, c'est que la science occidentale, elle se fait dans un contexte donné
Et évidemment, la façon dont les recherches sont conduites, c'est un sujet très important de sociologie des sciences pour montrer que tout le monde n'y participe pas à égalité. Encore une fois, un de mes dadas, mais c'est surtout celui de ma femme, hein, puisque, comme tu sais, elle est chimiste. Toi, tu es physicien, mais elle est chimiste, et elle insiste beaucoup sur le fait que les femmes en sciences ont subi et continuent à subir des discriminations considérables. Il y a un film qui s'appelle Picture Scientist, qui est un film remarquable, un documentaire, qui raconte l'histoire aux États-Unis de femmes de grande qualité scientifique. Il est beau, hein, et qui montre à quel point la ségrégation est quotidienne. Et ce n'est pas une ségrégation qui se manifeste forcément par des mesures précises, encore qu'elle parle aussi de la superficie des bureaux, je ne sais pas si tu te souviens de ça, où les hommes ont systématiquement des bureaux plus grands que les femmes, mais aussi le fait que leurs idées sont généralement pas entendues et reprises par d'autres, et là, elles sont devenues géniales quand c'est reprises par des hommes. Et sans parler du fait que ça tu le sais mieux que moi, beaucoup de chercheurs femmes ont vu leurs travaux captés, non reconnus, hein, par les hommes. Donc ça fait partie des conditions, effectivement, qui justifient, conditions donc de genre, mais aussi de race, qui justifient qu'on puisse dire que la science ne se fait pas dans un contexte de neutralité absolue. Alors, maintenant, ce que j'ai dit, moi, et que tu as repris, c'est, en tant que telle, la science, du moins l'exigence scientifique, c'est la justification universelle de nos croyances, justification par la preuve publique. Donc, c'est un mécanisme qui s'adresse absolument à tous, sans distinction de quoi que ce soit. Alors, encore une fois, distinguons la pratique des sciences. Moi, je suis je crois qu'il n'est pas possible de faire de la science, me semble-t-il, de la bonne science, que ce soit ici ou en Afrique noire ou en Asie ou tout ailleurs, sans avoir comme objectif dans la recherche, même si ces objectifs sont lointains et que c'est une quête infinie, ceux d'objectivité et de vérité. Alors que la vérité est la norme qui guide l'enquête scientifique. Et ceux qui disent le contraire, soit n'ont jamais fait de science, soit disent des bêtises. Ce qui revient pratiquement au même d'ailleurs. Donc, on ne peut pas faire de science sans ça, et la vérité, elle n'est pas occidentale. La vérité, c'est ce qui appartient à tous, c'est même le moyen qu'ont les pauvres de lutter contre l'arbitraire des forts. Car si toute épistémologie était située, eh bien, évidemment, les pauvres n'auraient pas d'argument contre les forts. Les forts n'auraient pas contre les pauvres, certes, mais les pauvres n'en auraient pas contre les forts. Il faut que l'épistémologie soit effectivement quelque chose qui s'impose en dehors des contextes particuliers, puisque c'est, encore une fois, la forme de justification de croyance. Est-ce que ma réponse te plaît? Te satisfait, du moins. Dans vos interventions, vous avez parlé des cultures, des différentes cultures. L'universalisme, là, tel que vous nous le présentez, il y a beaucoup d'auteurs qui sont auteurs d'Europe, Amérique. Est-ce que cette même notion, cette même interrogation existe aussi en Chine, au Japon, sur d'autres cultures? Et comment est-ce qu'elle est appréhendée? Vous voulez dire l'universalisme en tant que tel? Écoutez, moi, je pense que ça encore, c'est une compétence d'historien qu'il faudrait, mais il est clair que la dimension de l'un, de l'unité, n'est absente d'aucune culture. Maintenant, qu'elle ait des visages différents d'une culture à l'autre, ce que je récuse, alors plutôt que de vous dire ce que je crois, vous dire ce que je ne crois pas. C'est toujours bien de dire ce que n'est pas quelque chose. Ce que je ne crois pas, c'est que les cultures soient incommensurables les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'elles soient des entités, des totalités homogènes qui rendent, par exemple, la traduction interculturelle impossible. Je crois et je ne le crois pas pour une raison simple, sinon je serais tout à fait en contradiction avec moi-même en pensant évidemment que l'essentiel, c'est d'être homme au sens, évidemment, humanité. Et dans ces conditions-là, et évidemment, je crois que les cultures peuvent converser. Hein. Le mot converser, je l'emprunte d'ailleurs au philosophe que je disais tout à l'heure, Kwame Anthony Appiah, qui parle de la conversation transculturelle. À partir du moment où on est capable de comprendre l'autre, de ce qu'il dit en tout cas, on est capable de comprendre beaucoup d'autres choses. Alors que les mots, c'est quand même la porte vers l'entrée dans un univers culturel. Et si ce n'était pas possible, il n'y aurait pas d'ethnologie. Alors évidemment, il y a plusieurs formes d'ethnologie. Les ethnologues peuvent venir dans une peuplade qu'ils veulent observer et faire l'inventaire des différences. C'est ce que beaucoup ont fait. L'inventaire des variations, l'inventaire des différences.
Mais pour moi, le but de l'ethnologie, ou de l'anthropologie pour être plus précis, c'est de trouver les mécanismes de la variabilité. Non pas faire l'inventaire des variations, mais trouver les mécanismes de la variabilité. Et c'est exactement ce que fait Lévi-Strauss, bien qu'il ait eu une période où il a un petit peu renoncé à ce projet-là. Mais le projet initial de Lévi-Strauss et d'autres, hein, je le cite parce qu'il l'a porté à son paroxysme peut-être, c'est à partir notamment des structures de la parenté, de voir que, au fond, même si les mots ne sont pas les mêmes, on retrouve des invariants. Je prends souvent comme exemple la question de l'inceste. On dit, à juste titre, que l'inceste est universellement prohibé. C'est une règle fondamentale des sociétés humaines. Et quelqu'un qui n'a pas véritablement beaucoup lu pourrait vous dire, oui, mais... Et il aurait raison de le dire, d'ailleurs. Oui, mais l'inceste n'a pas la même définition partout. Non seulement l'inceste n'a pas la même définition partout dans le temps, mais partout dans l'espace. Et effectivement, par exemple, nous parlons de cousins germains sans distinguer d'où ils viennent. Ce sont nos cousins germains. Enfants de frères, enfants de sœurs, ce sont des cousins germains. Eh bien, dans certaines populations, bien décrites par un ethnologue important, mais assez relativiste, culturaliste, pas universaliste comme moi, il décrit les distinctions importantes entre les cousins croisés, enfants de frères et sœurs, et les cousins parallèles, enfants de frères ou enfants de sœurs. Et dans certaines sociétés, l'inceste, c'est entre cousins parallèles et pas entre cousins croisés. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une distinction qui est purement culturelle sur une règle qui est profondément universelle. Il n'est que midi et quart. L'une de vos dernières phrases, que j'avais citée partiellement, il convient de ne pas oublier que le monde est né des migrations, des exils et des transgressions. On a parlé des migrations, mais on n'a pas parlé des exils et des transgressions. Par rapport à ce que vous venez de dire, justement, sur... Là, vous avez cité une transgression infranchissable dans toutes les cultures, qui est celle de l'inceste. Mais par ailleurs, si on généralise le terme de transgression dans vos propos par rapport à l'universel, quel rôle joue-t-il justement pour aller vers cette utopie d'un monde qui parlerait, où les individus seraient capables de tous parler entre eux? Et vous insistez pas mal à la fin sur le fait que tout le monde... C'est pour ça que je commençais par le dialogisme. C'est ça, c'est que vous insistez beaucoup à la fin sur la manière dont les idées circulent, dont la circulation des paroles est importante. Et en même temps, vous parlez de transgression. C'est aussi une manière de pouvoir transgresser les règles et les fonctionnements habituels de la société. Oui, le mot transgression est important, mais la phrase n'est pas de moi. Hein. Je me l'approprie, mais elle n'est pas de moi. Donc, je crois. Hein. Enfin, voilà, voilà. C'est pas une citation? Ah ben, c'est formidable, j'ai dit quelque chose d'original. C'est pas souvent le cas. La transgression, c'est important parce que ça insiste sur une idée essentielle que nous ne sommes pas, nous, humains, des produits du conditionnement socio-culturel. C'est-à-dire que nous pouvons échapper à nos milieux, à nos cultures d'origine, à un certain nombre de déterminants ou déterminations qui ne sont pas des déterminismes. Alors la distinction est importante, évidemment. Hein. Déterminant, c'est qu'on ne peut pas ignorer d'où on vient, dans quel milieu on a grandi, ce qui a fait que nous sommes ça. Je reviendrai d'ailleurs sur une notion importante à ce sujet dans un instant. Et les déterminismes qui font que, mécaniquement, enfin, au sens strict, il peut y avoir différentes formes de déterminisme probabiliste, mais je ne veux pas parler devant Xavier parce que je vais dire des bêtises. Le déterminisme, effectivement, suppose qu'on ne peut pas être autre chose que le produit de son milieu. Alors, évidemment, la transgression montre... Alors, transgression, il y a beaucoup de mots à partir de trans, hein, et notamment les transclasses, qui est un terme qu'on utilise beaucoup en ce moment. Il y a des gens qui naissent dans des milieux défavorisés et qui transcendent en quelque sorte les catégories pour devenir, comme par exemple une philosophe que j'aime beaucoup, qui est une transclasse, qui a écrit là-dessus, qui s'appelle Chantal Jacquet.
Donc on devient autre chose que ce à quoi on aurait pu se croire déterminé d'être. Et ça, c'est très important, me semble-t-il. Et il y a une idée, alors pour illustrer le fait que on n'est pas étranger, évidemment, à ce qu'on a vécu et au milieu dans lequel on a été socialisé. C'est bien résumé, je crois, par l'expression, encore une fois, d'Appiah. Il ne sait pas à quel point je l'admire, c'est dommage. C'est l'expression de cosmopolitisme enraciné. Alors, il dit clairement qu'on ne peut pas être cosmopolite comme ça, in abstracto, hein, dans l'air, en quelque sorte, parce que c'est généreux. Il dit, on ne peut... en fait, pour paraphraser Simone de Beauvoir, tout le monde comprendra, on ne n'est pas cosmopolite, on le devient. Et on le devient avec nos particularités, notre enracinement. Le mot enraciné, ce n'est pas celui que j'aurais choisi. J'aurais choisi autre chose, parce que enraciné, évidemment, évoque racine. Alors j'aurais pu dire plutôt un cosmopolitisme enrhizomé, pour faire référence à Deleuze qui a parlé du rhizome, qui est différent de l'arbre qui est tenu au sol par les souches. Le rhizome, ça flotte dans l'air. C'est pas rien, mais c'est dans l'air. Et on aurait pu dire ça, mais c'est pas très joli, il faut bien le reconnaître. Donc, mais l'idée, c'est qu'on ne devient pas universaliste, cosmopolite, sans cet enracinement, cette socialisation qui fait de nous Pierre, Paul, X et Y, etc. Et qu'on ne peut pas jeter aux orties comme si ça n'existait pas. On ne peut pas, si vous voulez, je fais référence à un livre que vous connaissez peut-être de Musil qui parle de l'homme sans qualité. On n'est pas sans qualité. Hein. C'est un combat perdu si on veut faire abstraction de ce dans quoi nous avons baigné. Et c'est à partir de là qu'on construit une pensée qui nous émancipe de nos origines pour faire de nous éventuellement un homme libre. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Rhizome, oui, mais si on parle à la manière des... Si on imagine à la manière des... de la manière dont se développent les champignons dans la forêt, mycorhizés. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Mais bon, je ne vais pas proposer le nom de rhizomé, de toute façon, ou de rhizomisé. Non. En tout cas, l'essentiel me paraît être, et c'est là-dessus que vous concluez dans les deux ouvrages, que vous aboutissez un peu plus loin dans le second, sur l'universalisme en procès, de la manière dont on est capable de se parler les uns les autres, ce qu'on n'exploite pas, à vrai dire, en tant que... Bon, il y a un terme qui est un peu à la mode, qui est la bienveillance d'une façon générale envers les autres. Alors, bienveillance, ça me fait penser à un terme que je n'ai pas utilisé, me semble-t-il. Hein, vous me direz si je me trompe, c'est le mot de tolérance. Alors, la tolérance, elle a très mauvaise presse en France. Hein. On a un modèle laïque, qu'on dit d'ailleurs laïcité à la française, qui se construit contre le modèle anglo-saxon de la tolérance. Or, il me semble que la laïcité a besoin de la tolérance. C'est-à-dire qu'évidemment, si la tolérance est... C'est toujours le problème de définition. C'est un peu l'idée de la bienveillance, malgré tout, mais si la tolérance se définit par la condescendance, au sens que tu as tort, mais je tolère que tu t'exprimes. Ce n'est pas de la tolérance au sens strict. La tolérance, dans l'histoire de la philosophie, qui n'est pas une vertu seulement anglo-saxonne, même si tout le monde connaît la fameuse lettre de John Locke, il n'en reste pas moins qu'avant Locke, il y a une tradition, Pierre Bell en France, évidemment, Voltaire, même si ce n'est pas le plus important, d'autres auteurs comme Candillon, et même, en dehors de la France et de l'Angleterre, Spinoza. Donc, c'est l'idée fondamentale qu'on a le pouvoir d'interdire ce que l'on désapprouve et qu'on ne le fait pas. C'est ça la bonne définition, enfin, me semble-t-il. Hein. C'est ma définition à la tolérance, que je n'ai pas, hélas, construite, ça se saurait, mais je la trouve fondamentale. Il n'y a pas de tolérance sans désapprobation préalable. Je ne tolère que ce que je désapprouve et que j'ai le pouvoir d'interdire. Et je le tolère en faisant l'examen le plus rationnel possible des raisons qui poussent à interdire et des raisons qui poussent à ne pas interdire. Vous voyez peut-être où je veux en venir, à la fameuse question sur laquelle, je pense, là, nous aurions des désaccords profonds les uns les autres, sur la question du voile islamique.
faut-il légiférer cette question, ou fallait-il légiférer cette question, ou fallait-il utiliser la tolérance telle que je la définis comme complément de notre laïcité, qui est encore une fois un principe fondamental, un principe juridique fondamental de liberté de conscience que chacun de nous connaît. Et la liberté de conscience, c'est la liberté de croire et de ne pas croire. La laïcité à la française, si j'ose dire, telle qu'elle résulte de la loi 1905, c'est une loi libérale de liberté et de paix. Alors, c'est vrai que lors du vote de la loi, enfin de ce qui a précédé la loi, il y a eu plusieurs tendances qui sont exprimées là. Et la tendance de Maurice Allard, la tendance de Combes, et la tendance enfin, peu importe, celle qu'il a remportée, c'est celle de Briand-Jaurès, celle de Buisson, je voulais dire. Il y a eu effectivement plusieurs formulations, dont une tendance qui se retrouve aujourd'hui dans les débats, et de confondre, me semble-t-il, la laïcité avec le combat contre l'obscurantisme religieux. Non pas que le combat ne soit pas le mien, le combat contre l'obscurantisme religieux, je le partage à 100%, mais il ne résulte pas de la laïcité. Alors si on juge que telle croyance est obscurantiste, on a le droit de les dénoncer, évidemment, mais il n'y a pas de principe dans la laïcité d'hostilité à la religion. C'est un profane, un athée radical qui vous parle, hein, mais il n'y a pas d'hostilité de principe à la religion. On peut le regretter, mais ce n'est pas comme ça que la loi est faite. Dans l'espace public, il n'y a pas... D'ailleurs, la question se posait au début de la loi, si on devait permettre aux curés de sortir en soutane, la réponse a été oui. On n'en voit plus beaucoup, mais ce n'est pas interdit, la soutane dans l'espace public. Hein. Donc, encore une fois, vouloir que la laïcité soit, en quelque sorte, une identité nationale, en faire une valeur identitaire, et subrepticement considérer que certains sont capables de respecter cette valeur, parce qu'ils l'ont dans le sang, et d'autres non, vous avez compris, les musulmans, c'est indigne, et c'est dangereux. C'est un climat de guerre civile considérable que l'on risque d'instaurer, que l'on d'ailleurs instauré, et que ces intellectuels qu'on voit beaucoup dans les médias ne cessent d'instaurer. Si vous regardez CNews ou d'autres chaînes de merde, vous verrez qu'on a ce discours majoritaire qui consiste effectivement à faire une scission radicale entre eux et nous. Alors, le nous, ça peut être défini différemment selon le contexte. Mais en tout cas, c'est l'idée qui revient, l'idée qui est héritée de la période coloniale, de l'impossibilité de l'assimilation de certaines populations. Certains sont inassimilables. Et cette idée-là, elle est ultra dangereuse. D'ailleurs, même l'assimilation, on a dû y renoncer, à juste titre, pour un mot qui pose également des problèmes, l'intégration. Hein, depuis les années 90, 1990, on a eu un haut conseil d'intégration, il s'agit d'intégrer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Enfin, je sais ce que certains veulent dire par là. Il y a trois positions par rapport à l'intégration, hein, grosso modo. Il y a ceux qui disent que ça n'est pas raisonnable, il faut que les étrangers s'assimilent. Ceux qui disent c'est bien parce qu'effectivement, il faut qu'ils acceptent les valeurs du pays d'accueil. Je ne suis pas nécessairement totalement opposé à ça, ce qui est la position défendue par Dominique Schnapper notamment, mais il y a une autre position qui est plutôt la mienne, qui est une position sociologique fondée sur la réalité. L'intégration, c'est une injonction adressée aux étrangers. Ils doivent s'intégrer. Mais à quoi doivent-ils s'intégrer? La seule chose qu'on peut exiger d'un étranger, c'est l'acceptation des principes de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. C'est tout. Si on est extrêmement choqué par les différences dites culturelles, comportementales ou autres, on peut l'être lorsqu'elles sont évidemment en contradiction avec les principes que je viens d'énoncer, mais s'il y a un respect de ces principes, on ne peut pas exiger beaucoup plus, me semble-t-il. Je ne vois pas ce qu'on pourrait exiger de plus, même si, évidemment, cette position n'est pas partagée par tous. Et la plupart des enquêtes montrent que l'intégration est vue par l'étranger comme une injonction, donc comme, en quelque sorte, un acte de domination. Et c'est en ce sens-là qu'elle est rejetée. Moi, je comprends assez bien ce rejet. Mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, bien sûr. Oui, bonjour.
Je voudrais revenir sur les notions de spécisme et aussi de décentrement. Les difficultés que nous vivons tous aujourd'hui à travers le contexte économique, à travers le Covid. Vous m'entendez? Oui. J'ai compris le début, mais après, je n'ai pas entendu. Oui, je disais que les difficultés que nous vivons aujourd'hui à travers l'épidémie qu'on a eue du Covid, à travers les difficultés écologiques et consorts, est-ce que ce ne sont pas des moyens formidables pour le décentrement, un décentrement à niveau national ou même à niveau mondial? Ou est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'une démarche plutôt spirituelle, voire personnelle, individuelle? Ah non, non, je pense effectivement que ce n'est pas une démarche spirituelle ou personnelle. Non, je crois qu'au contraire, ce que nous montrent les épidémies ou les accidents nucléaires, comme celui de Tchernobyl, c'est que nous avons un destin commun. C'est bien le fait que le virus ou le nuage radioactif ne respecte pas les frontières. Il faut bien voir le caractère. Alors moi, je ne suis pas pour l'abolition des frontières, parce que c'est un autre débat, mais je suis pour qu'on se rende compte du caractère arbitraire des frontières. C'est des frontières qui sont nées non pas d'une nécessité, je ne sais pas d'ailleurs de quelle nature elle serait, mais de l'histoire. Et de l'histoire du plus fort, le plus souvent. Donc, les frontières, c'est arbitraire. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'effectivement, les crises écologiques, les crises sanitaires, les accidents radioactifs nucléaires ne respectent pas les frontières. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité de prendre des décisions par des instances supranationales parce que les problèmes que nous rencontrons sont rarement des problèmes spécifiquement liés à un pays donné. Alors, évidemment, on est moins concerné par ce qui se passe en Australie que par ce qui se passe éventuellement en Europe, ça c'est clair. Mais il n'en reste pas moins que, de chemin en chemin, si j'ose dire, les problèmes sont communs à l'humanité. Et donc, non, ce n'est pas une démarche spirituelle, c'est une démarche profondément politique. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute votre question. Enfin, en tout cas, sur le spécisme, je n'ai pas répondu sur le spécisme, mais encore une fois, c'est là cette illustration du fait que nos problèmes sont les problèmes de notre espèce. Nous sommes une espèce évolutive et nous avons rencontré pendant toute l'évolution des problèmes, on les a surmontés, on a nommé le monde, on a désigné nos adversaires, on a nommé certains animaux nuisibles, d'autres non. On a fait cette opération constante de catégorisation, de discrimination au sens scientifique, parce que le mot discrimination, il veut dire aussi discriminer. Et discriminer en science, ça veut dire distinguer. On a distingué. On n'a pas cessé de le faire. Alors bien sûr, certaines distinctions peuvent être tout à fait terribles dans leurs conséquences. Lorsqu'on distingue effectivement les hommes par leur appartenance à une race supposée, là, on voit bien ce que ça peut donner. Mais catégoriser la nature, les grands naturalistes ont fait ça et ils ont mis en avance une catégorisation, une spécificité profondément humaine. Nous sommes des animaux qui catégorisons, ce que probablement les animaux non humains ne font pas, par exemple. Donc c'est une forme de spécisme, effectivement. Je suis revenu au début de votre question. Bon, je repose une question. Il y a un mot à la mode en ce moment, c'est la créolisation. Et donc, je serais très intéressé de savoir quelle pierre vous pouvez apporter à ce mot. J'aime bien vos questions parce qu'elles sont très brèves. Non, mais ces questions longues peuvent être extrêmement intéressantes, mais vous cernez bien la question. Alors, le mot créolisation, il est à la mode parce que Jean-Luc Mélenchon en a parlé, mais c'est un mot qui est assez ancien, qui revient à Édouard Glissant, dans un livre qui s'appelle Le Tout Monde. Peut-être que ce n'est pas le titre exact, enfin, il y a Tout le monde dans le titre en tout cas, mais je crois que c'est ça. Qui doit être de 87, mais je me trompe peut-être, il faudrait vérifier. Tu peux éventuellement vérifier dans la biographie. Mais, et effectivement, il distingue créolité et créolisation. Et cette distinction me paraît très précieuse, parce que la créolité, c'est quelque chose de fixe. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de créolité, on parle d'entités distinctes. Et ce que voulait dire Glissant dans créolisation, c'est l'idée que rien n'est jamais définitif, tout bouge, on se mélange, c'est un processus infini. Et donc, c'est quelque chose qui fait de nous, malgré nos dissemblances, des semblables au bout du compte. Mais c'est un processus, encore une fois, qui n'est jamais terminé. Et cet aspect dynamique qui est extrêmement important. La créolité, c'est en quelque sorte une photographie. Et la créolisation, c'est un film.
Merci. 1997. Ah, 1987, quelle erreur. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Merci bien pour cette... J'aurais une question parce que du coup je rebondis à ce que vous avez dit sur effectivement les problèmes qu'on partage, comme vous avez dit, l'épidémie ou les problèmes nucléaires. Il y a un autre problème qui concerne l'humanité en ce moment, c'est le réchauffement climatique. Et on voit bien qu'effectivement c'est un problème général, on est tous concernés, et pourtant on voit bien les COP qui s'enchaînent, la dernière COP, où c'est quand même des intérêts très particuliers et très étatiques qui sont à la manœuvre. Et du coup, comment concilier en fait les deux? C'est-à-dire un problème pluriel et d'intérêts qui peut être différent entre États, entre sociétés, entre groupes, Il y a un concept marxiste qui peut être utile ici, c'est le concept d'aliénation. Je dirais que nos dirigeants sont aliénés au sens où ils ne comprennent pas l'importance de la chose pour des raisons qui tiennent évidemment à leurs intérêts propres. Les intérêts de chaque pays ou de chaque ensemble de pays ne sont pas les mêmes. On a pu le voir de façon caricaturale avec Trump et Bolsonaro. Il est bien clair qu'ils ne perçoivent pas les intérêts de l'humanité, mais les intérêts de leur jardin. Et comment expliquer que des gens... C'est depuis le début de l'humanité, mais ça prend une ampleur considérable, vous avez raison. Comment expliquer que des gens aient des points de vue profondément auto-centrés, égocentrés, égoïstes, et d'autres qui poussent, comme évidemment beaucoup de militants écologiques ou écologistes, qui poussent à prendre en compte le caractère universel du problème. Non, il y a aussi des traditions. Les Américains ont une grosse difficulté en quelque sorte, ils ont toujours une mentalité protectionniste, même s'ils tirent un grand profit du libre-échange, ont tendance à se replier sur le précaré. Il a fallu beaucoup de temps pour que, en 1917, ils s'interviennent. Vous le savez, ne parlons pas de la Seconde Guerre mondiale. Si les Japonais n'avaient pas bombardé Pearl Harbor, quand seraient-ils entrés en guerre? Peut-être jamais. Donc il y a une volonté, effectivement, d'isolationnisme et de croire que les problèmes peuvent être réglés à l'échelon national. C'est un crime contre l'esprit. Nous en aurions terminé? Non, nous n'avons pas terminé. On n'a pas encore l'heure de manger. Si on mange n'importe quelle heure, encore fils. À propos d'anniversaire, Henri de Monterland a adressé à chacun de ses anniversaires un bouquet de fleurs à sa mère. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui avait compris qu'il fallait souhaiter à sa mère... Il était très vieille France. Tout à fait. Tout à fait. Et autre chose encore. Ma question concernant directement l'objet de votre conférence, c'est les universalismes particularistes. Et notamment, j'avais été frappé par la lecture du livre d'un philosophe chinois, autorisé par le parti, bien évidemment, Tianxia, Tous sous un même ciel. Quel rapport vous faites de cette conception confucéenne de l'universalisme avec l'universalisme tel que vous le défendez? Si la question, elle est gratinée. Non, écoutez, moi, je ne connais pas bien la pensée confucéenne, mais je connais ceux qui ont travaillé là-dessus, notamment l'opposition dans la philosophie française entre François Julien, qui prône un universalisme tempéré, un universalisme peut-être qui fait plus attention au particularisme, pour reprendre vos termes, que je ne le ferai. Et à l'opposé, quelqu'un comme Billetter qui dit l'inverse, qui voit dans la pensée chinoise, avec des formes singulières, les mêmes préoccupations universalistes. Là, vous savez, on trouve toujours ce qu'on cherche, ou presque toujours. Alors, si on pointe le regard sur l'existence dans tel et tel corpus de textes, de telle thématique, on finira toujours par la trouver. Je connais un ami qui a eu une petite crise bizarre qui pouvait faire penser à de l'épilepsie. Il est allé évidemment dans un centre spécialisé et ils l'ont trouvé épileptique. Il est allé voir un autre neurologue, il n'y a pas la moindre trace d'épilepsie. Ce qu'il a dit très clairement, et ce qui tombe sous le sens, c'est que l'épilepsie, c'est quelque chose d'extrêmement fugace. Et quand on cherche l'épilepsie dans un centre spécialisé, on la trouve. Qu'on trouve l'universel dans toutes les traditions particulières, moi je crois que c'est évident. C'est évident. Maintenant, ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'effectivement, il ne se présente pas de la même façon. Mais si le particularisme est présenté comme une opposition radicale à l'universalisme, c'est-à-dire comme le fait que
on doit rester dans notre particulier premier, originel, je suis totalement opposé à ça. Mais sur la pensée chinoise, honnêtement, je connais le débat entre Julien et Bitter, c'est tout ce que je peux vous dire. Je sais aussi que Han Sheng, qui est professeur au Collège de France en littérature ou en pensée chinoise, a tendance à être aussi universaliste. Alors, elle est franco-chinoise. Je pense que l'universalisme peut s'approprier où que ce soit. Moi, j'ai tendance à dire que le combat de Spartacus était un combat universaliste. Pourtant, il ne connaissait pas le mot. Hein. Ouais, les choses, évidemment, je fais référence à un livre célèbre, Les mots et les choses, mais les choses, évidemment, préexistent aux mots. Il n'y a que Latour pour penser que les microbes n'existent que lorsqu'ils sont nommés. Hein? Non, les microbes existaient avant qu'on les nomme. Et le racisme existait avant que le mot soit inventé. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais il y a une part de grande ignorance de ma part, hein, qui fait que vous n'êtes peut-être pas très satisfait. Un grand merci, parce que c'était un débat passionnant. Enfin, c'est très agréable et c'est très rare. D'abord, le public est assez fourni. Et en plus, les questions, les tiennes évidemment, mais les autres étaient de nature à me permettre d'apporter des réponses aussi précises que j'en étais capable. J'espère avoir répondu à ces attentes-là. En tout cas, merci beaucoup.